Nous avons le plaisir de vous recevoir pour la dernière et 8e séance du séminaire Ethnologie et Archéologie 2017. Cette séance comptera 2 conférences comme les précédentes, à la différence que nous avons dans un premier temps la conférence d'un intervenant senior que je vais présenter dans quelques minutes, et ensuite la conférence sera suivie de l'exposé de la synthèse des étudiants, de l'équipe des étudiants qui ont suivi équipe qui a suivi toutes les séances du séminaire depuis le mois d'octobre et qui va proposer une synthèse multi-située puisqu'il y a une équipe constituée d'étudiants de L2, L3, M1 et M2. Il y a en tout 6 personnes, il me semble. Et on va les présenter ensuite lors de la deuxième intervention. Le séminaire donc a été cette année dédié à Chikaya Utamsi, poète du Congo décédé je crois en 1988, qui est considéré comme le Rimbaud africain, enfin l'équivalent dans un autre style. Nous avons également le plaisir et l'honneur de recevoir la visite de Bernard Moiseau de l'Institut de recherche pour le développement, directeur du GRED, l'UMR, IRD et Université de Montpellier 3, Paul Valéry, qui nous a rejoint depuis Montpellier pour assister à cette ultime séance en tant que co-directeur et co-organisateur avec M. Valéry Zetoun du CNRS, M. Roger Sommet, actuellement au Bénin pour une soutenance de thèse qu'on excusera tous les deux parce que je crois que M. Zetoun est en mission en Asie. Et donc, M. Moiseau et moi présenterons au nom des organisateurs une sorte de conclusion à l'issue des 2 conférences. Alors, dans un premier temps, je vais lire un extrait d'un poème de Chikaya Utamsi, comme c'est la tradition. La lune répandit tout le sang d'une femme en guise d'holocauste aux étoiles de mer. La lune prit l'enfant d'une femme, crépant de sa lumière, bleue de mort les cheveux de cette femme mère. L'hirondelle, leur juge, avant justice faite, mourut d'un mal d'amour. Ceci est un extrait d'Équinoxial du recueil de poésie à Triche-Cœur paru à Paris chez Oswald en 1960. Voilà. En première intervention, nous avons le plaisir de recevoir un éminent professeur émérite, fort connu de l'Université de Strasbourg, puisqu'il y a professé pendant presque 30 ans, et qui s'appelle M. Éric Navet, et qui, alors, il n'aime pas le terme de spécialiste, alors je vais le qualifier d'ethnologue près les Ondjibwe et près les Teko, comme font les diplomates pour les ambassadeurs. Ça te plaira peut-être mieux. Je mérite d'être ambassadeur des 2 cultures. Alors, M. Navet a passé à peu près la même période de temps de sa vie, c'est-à-dire 3 décennies, à peu près, disons, plus ou moins, à 40 même, oui, 46, ouais, c'est pas, à étudier, à s'approcher, à s'intéresser aux cultures amérindiennes, de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud, puisqu'il est un des rares ethnologues au monde à s'être intéressé à la fois simultanément, presque simultanément pour résumer, à la fois à une culture, une société amérindienne du nord des États-Unis, enfin de l'Amérique, et en l'occurrence au Canada d'ailleurs, et en même temps une société de l'Amérique dite du Sud, latine, c'est-à-dire la Guyane française, ou enfin francophone en tout cas, et qui alors pour le nord américain, c'est la société des Ojibwe, qui sont une grande nation proche de celle des plus connues du commun des mortels, celle des Sioux, des Lakota, etc., mais qui lui ressemble beaucoup, mais qui est beaucoup numériquement plus grande, il me semble. C'est surtout dans la forêt. Dans la forêt, alors que les autres sont dans les plaines, et qui sont importants aussi sur le plan anthropologique pur, théorique, puisque le mot totem vient de leur langue.
le totémisme a été en quelque sorte, non pas inventé, mais en tout cas identifié à partir de leur société. Et d'autre part, les Tékos du sud de l'Amérique du Sud en Guyane, qui sont mieux connus autrefois, qui étaient mieux connus comme émérillons. Et donc, Monsieur Navet va nous parler du chamanisme, la question du chamanisme critique par-delà déviance et normalité, c'est ça? Le chamanisme en question chez les Amérindiens. Je vous laisse la parole en vous remerciant. Merci. Enfin, c'est moi d'abord qui dois vous remercier d'être là, et puis remercier Bernard Moiseau en particulier, et l'IRD, et Pierre Leroux, bien entendu, qui est le maître de maison pour l'instant. Je précise. Donc, je suis très heureux, c'est des retrouvailles à Strasbourg, puisque je suis donc à la retraite. Je suis professeur émérite de l'Institut d'ethnologie. Je ne sais pas quels sont mes mérites, mais enfin, vous en jugerez par vous-même. Donc voilà, en tant que professeur émérite, je continue à faire des recherches donc, très actives. J'ai une retraite qui n'est... Ça ne m'empêche pas d'aller à la pêche de temps en temps, mais comme je travaille avec des populations de pêcheurs, chasseurs, collecteurs et cultivateurs, il ne faut pas oublier... En ce qui concerne les Tékos, je vais essayer de ne pas être trop long, je sais que c'est le temps, comme on dit à la télévision, le temps qui m'est imparti étant très limité, je vais essayer de poser simplement un certain nombre de questions par rapport à un personnage qu'on appelle le chaman, personnage classique de l'ethnologie, mais il se trouve que les deux sociétés amérindiennes auxquelles je me suis intéressé, pas trop le mot travailler, bien sûr c'est du travail, mais enfin c'est surtout vivre avec et puis apprendre, qui sont donc les Ojibwés du Canada et les Tékos ex-émérillons de Guyane, vous voyez la carte, alors je rappelle que la Guyane n'est pas une île, mais c'est continental, et oui, je la fais à tous les coups parce que, voilà. Très bien. Donc c'est un cinquième des départements, à peu près un cinquième de la superficie de la France, à peu près pour situer. Donc c'est un pays de forêt, d'eau, l'eau sous la forme des deux grands axes fluviaux que sont le Maroni à l'ouest, qui fait la limite avec le Suriname, et vous avez ça sur la carte, mais je ne suis pas sûr de pouvoir me servir de ça, donc je vais vous laisser regarder sur la carte. Donc limite avec le Suriname, ex-Guyane hollandaise à l'ouest, et avec le Brésil, donc à l'est et au sud, bien sûr, au-delà des Tumucumac. Donc vous voyez ici. Alors si vous voyez représenté en vert, c'est le parc national de Guyane. Alors tout ceci n'est pas évidemment sans influence, par rapport à mon sujet, qui est un personnage alors, qui m'a semblé d'emblée, lorsque Pierre m'a proposé de participer à ce séminaire, j'ai dit, voilà, un personnage d'exception, un personnage un peu hors norme, le chaman. Alors, donc, deux, trois petites choses à dire par rapport à ça. Alors, le chamanisme, c'est un sujet à la mode. Alors, c'est une première question. Je vais plutôt poser... Alors, je ne sais pas s'il est prévu des questions après. Oui, il n'y a pas. D'accord. Donc, je vais essayer de me limiter, mais c'est vrai que c'est un des thèmes qui m'a particulièrement retenu mon attention par rapport aux Tékos. J'ai longuement travaillé, je travaille toujours d'ailleurs, avec Pierre et Françoise Grenant, qui eux sont, ça va être plus simple ici, sont spécialistes, entre guillemets, c'est des mots que j'aime pas trop, mais enfin bon, des Wayampis, donc, qui sont les voisins des Tékos, sur le Yapok. Donc nous avons deux ethnies Tupi-Guarani qui habitent encore aujourd'hui sur le Yapok. Tiens, ici. Camopi, donc, où il y a des Tékos et des Wayampis, et l'agglomération de Trois-Sauts, tout ça, c'est des ensembles de villages, je ne rentre surtout pas dans le détail, où il y a des Wayampis. Donc, je ne parlerai pas de Trois-Sauts, je vous parlerai plutôt... Oui, il y a un machin rouge. Moi, la technique, c'est un non, mais tu appuies juste là, et tu as un point rouge. Voilà, d'accord, oui. Donc, bon, je ne parle pas de Trois-Sauts, je vais vous parler plutôt de Camopi. Il se trouve les 4/5e des Tékos, il y en a une partie qui se trouve de l'autre côté, donc du côté de la Marie-Passoula. Bon. Pas trop m'étendre là-dessus. Un certain nombre de questions que je souhaitais soulever ici, c'est d'abord l'espèce d'engouement qu'on peut observer sur ce qui est les chamans, le chamanisme.
Alors, il y a déjà une interrogation à ce niveau-là. C'est vrai qu'on s'intéresse souvent à des choses qui nous manquent, des choses dont on se sent frustré. Alors, est-ce que c'est pour ça que les Occidentaux accordent tant d'intérêt à ces phénomènes chamaniques, hein, via l'absorption d'un certain nombre de substances psychotropes qui précipitent, qui favorisent, on va dire, l'accès à l'au-delà, hein. L'au-delà est un terme assez neutre qui représente ce qui n'est pas ce monde créé. Je parle du monde créé parce que les sociétés, alors j'ai incluré aussi les Ojibwés du Canada dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui, mais considèrent qu'effectivement il y a un processus de création du monde. Le monde voilà. Donc avec un responsable, on peut dire ça, qui chez les Téco, donc je suis centré sur les Téco maintenant, et s'appelle Willakala. Alors tout ça, je peux mettre à votre disposition un certain nombre de documents écrits, hein, avec l'accord de mon collègue, de mes collègues. Donc, bon, pour ne pas avoir à chaque fois vous épeler les mots, etc., ça va nous emmener quand même assez loin. Donc, voilà. Donc il y a un processus de création du monde, le monde est créé. L'équivalent, le créateur s'appelle chez les Téco Willakala, avec un i barré, pour ceux qui font un peu de phonétique. Voilà. Et l'idée première, l'idée première, alors, non, pardon, excusez-moi. Deuxième question, alors, concerne le chamanisme en général. Le chamanisme est-il universel? Je voulais, voilà, le limiter un certain nombre de questions. Vous savez qu'on oppose volontiers le chamanisme à la possession, par exemple. C'est une position classique. On dit oui, le chamanisme est issu d'un mot Tungus, evenk, qui veut dire celui qui sait, celui qui voit, celui qui sait, etc. Bon, bref. Alors, la question est de savoir effectivement, est-ce que l'idée que je défends à partir de mon expérience d'ethnologue, mon expérience de terrain sur ces différents terrains, c'est que la fonction chamanique est universelle. Je vais rentrer dans le vif du sujet, hein, parce que qu'elle est nécessaire, qu'elle est une fonction nécessaire par rapport à ce qui détermine, ce qui motive et ce qui définit les sociétés traditionnelles. Donc je défends cette idée. Après, je vais vous apporter des arguments auxquels vous pourrez opposer d'autres arguments si vous le souhaitez. L'idée, c'est que le personnage du chaman est un peu la clé de voûte d'un système de ce que j'appelle, pardonnez-moi, un mode d'être, de penser et d'agir, qui ne renvoie évidemment pas à la pensée primitive de Lévi-Brûle, mais qui renvoie à une certaine façon de concevoir son rapport au monde et à l'environnement. Alors au monde humain, non humain, à l'environnement visible et invisible. Je pourrais vous dire d'emblée la définition que je propose des sociétés traditionnelles, parce que c'est vrai que là aussi, on se heurte à un certain nombre d'idées toutes faites, de préjugés, etc. Ouais. Ce que je vous propose comme définition, comme définition des sociétés traditionnelles, donc celles qui seraient du ressort, me semble-t-il, de l'enquête, de la recherche ethnologique, c'est la suivante, ce qu'on appelle, de façon un peu pompeuse, vous m'excuserez, la théorie des trois équilibres, et que mes anciens étudiants connaissaient bien, puisque je passais pour être l'homme des trois équilibres. J'ai entendu les bruits de couloir, alors voilà, bon, je vous propose ça. À l'appui de ça, d'ailleurs, j'ai une citation de Claude Lévi-Strauss, non pas que j'ai besoin de me sentir un petit peu soutenu par quelques sommités, mais enfin, ça aide toujours, ça conforte un petit peu. Donc, des sociétés qui sont fondées, et je vais m'efforcer de le justifier, sur le souci, insistez bien, de tendre, de parvenir vers un triple équilibre, qui serait l'équilibre des relations que les êtres humains. Alors, si vous voulez noter, je vous vois noter, donc je vais ralentir un petit peu le rythme. L'équilibre des relations que les êtres humains entretiennent individuellement et collectivement avec les mondes visibles et invisibles. Le monde visible, c'est le monde qui nous entoure. Je ne vais pas vous détailler, je l'ai fait très brièvement, ce qu'est la forêt tropicale guyanaise, hein, c'est la forêt, la Guyane. Tant qu'on ne développe pas l'exploitation de l'or, qui malheureusement est une menace qui peine actuellement sur la Guyane, pour l'instant c'est la forêt. Ça reste encore largement la forêt tropicale. Hein, bon. Je vous dis l'eau et la forêt, c'est les deux composantes. Donc ça c'est l'environnement visible.
la nature, voilà, l'environnement. Et invisible, car il n'y a pas de rupture. Là, j'allais dire, je suis assez descolien de ce point de vue-là, pas toujours, mais bon. C'est-à-dire les mondes autres. J'emploie un terme, celui de Michel Perrin, je crois, je ne dis pas de bêtises. L'au-delà. Moi, je dirais bien l'au-delà. L'au-delà de ce monde concret, de ce monde matériel, qui est le nôtre. Hein. Au-delà. Il y a la nécessité d'un au-delà. Déjà, c'est une première chose. Donc ça, c'est le premier équilibre. Donc, dans ce premier équilibre sont inclus j'allais dire, la perspective écologique. Ça veut dire que nous aurions affaire, si vous acceptez l'idée, à des sociétés par principe, je veux dire, écologiques. Voilà. Avec les limites qu'on va voir par la suite. Hein. Et puis, alors, les sociétés, alors, appelons ça, je ne sais pas, l'aspect spirituel des choses, c'est-à-dire quand je parle de l'au-delà, des mondes invisibles, je ne connais pas de société qui n'ait pas imaginé, alors vous pouvez me contredire là aussi, autre chose que ce monde. Voilà. Le monde ne se limite pas au monde tangible, au monde matériel, il y a autre chose. Voilà. Je ne prends pas parti par rapport à ça. Je constate. Donc, premier équilibre. Deuxième équilibre toujours des relations. Nous sommes, me semble-t-il, dans des sociétés où la relation est entre les choses qui composent la création, visible, invisible, c'est crucial, la notion de relation. Hein. Relation, complémentarité. Donc, équilibre des relations que les êtres humains entretiennent entre eux. Je n'ai rien oublié. Donc, au niveau local, au niveau des collectivités locales, donc des villages, des campements, si on a fait une société nomade, et entre les communautés. De ce point de vue, on peut parler de société communautaire. Dans la mesure où la communauté forme ce que Édouard Sapir appelait des sociétés authentiques, mais bon, un peu dans le sens que je vous propose. Hein. Je ne sais pas si le nom d'Édouard Sapir vous dit quelque chose. Donc, c'est la notion de société authentique. Référez-vous à deuxième tome de l'anthropologie, je ne dis pas de bêtises, aux éditions de minuit d'Édouard Sapir, où il développe la notion des sociétés authentiques, qui n'est pas très loin de ce que je vous propose. Hein. Société de l'équilibre, la société de l'harmonisation des relations. Encore une fois, il ne s'agit pas de faire du mauvais rousseauisme. D'ailleurs, je suis assez rousseauiste, mais pas dans le sens mauvais du terme. Donc, les relations entre les relations humaines. Donc, nous sommes là au niveau sociographique. On peut dire ça comme ça. Et le troisième niveau, c'est le troisième niveau d'équilibre vers lequel tendent, c'est ce que je vous propose encore une fois, les sociétés traditionnelles, serait l'équilibre de l'individu. C'est-à-dire que par l'éducation, la formation de la personnalité, selon l'anthropologie culturelle classique, on tente à former des individus simplement bien dans leur peau. Alors, dans leur peau et dans leur tête, on pourrait ajouter ça. Bien dans leur peau et bien dans leur tête. Alors évidemment, qu'est-ce que ça implique? Beaucoup de choses. Alors maintenant, je vais passer un peu plus sur mon sujet. Bon, ça c'est pour vous dire de quoi je parle. En tant qu'ethnologue, c'est ces sociétés-là. Alors qu'ils sont des sociétés gaysistes qui survivent, qui ont disparu, ou qui sont en train de se créer. Évidemment, nous ne pouvons que souhaiter, me semble-t-il, qu'on aille dans ce sens, évidemment. La société écologique, humaine, ce sont quoi? Des valeurs écologiques, humaines et spirituelles. Voilà, c'est le type de valeurs qui me semble pouvoir définir, avec toutes les réserves possibles, hein, on est bien d'accord, les sociétés traditionnelles. En gros, ce qu'on appelait autrefois les sociétés primitives. Alors, elles sont premières quelque part. Je rappelle maintenant au Canada les nations premières. Alors, en quoi sont-elles premières? Voilà. Alors, maintenant, on va rentrer dans le sujet. L'idée que le monde a été créé, donc là, je suis sur les TECO. Hein, je ne sais plus du tout comment ça... Bon, faut que j'avance. Donc, bon, je vous ai... Bon, ça, c'est le vu d'un... 1893, Coudreau, l'explorateur de la Guyane, qui a pris des photos à partir desquelles on a fait des gravures. C'était un village téco. Mérillon à l'époque, on disait Mérillon. Ça, c'est le paysage, l'eau et la forêt,
un ancien village qui a disparu. Suite à la mort ça c'est une tradition teco, lorsqu'un personnage important meurt, on abandonne le village. C'était le cas du monsieur qu'on va sûrement voir par la suite, qui s'appelait Montpérat, et qui était à la fois, et ça, c'est un fait... C'est sur l'affiche. Non, c'est un autre. Montpérat, alors, c'était assez courant lorsque j'ai débarqué là, hein, voilà, pas exactement là en fait, mais bon, peu importe, pas loin, en face. 2 sur 3 des chefs de village, ce qu'on appelle les tadzats, c'est-à-dire des hommes, ce sont des hommes, hein, qui fondent un village, qui viennent avec leur famille, et ensuite les gens qui veulent se joignent à eux et forment un village, hein, ce qu'on appelle un tadzat. Et 2 sur 3 des tadzats, en 1971, date de ma première apparition, si on peut dire, en Guyane, à Camopi, 2 sur 3 à peu près, hein, des chefs de village étaient chamans. Les chamans, on les appelle les padzés, P-A-D-Z-E, chez les Téco. Donc voilà. Si vous montrez l'importance, pour montrer l'importance, que vous voyez le chamanisme chez le personnage même du chaman, hein, comme personnage crucial, ça c'est fort du terme. Je peux ajouter comme personnage religieux, éminemment religieux, parce que pour combattre un petit peu les préjugés communs, s'il y a bien des sociétés religieuses, si vous adhérez plus ou moins à la théorie que je propose, vous avez bien compris que la notion de lien religieux, c'est bien, alors je n'ai pas fait de la tasse de relier, rassembler. Ah bien, c'est deux concepts forts pour ces sociétés. Relier, avoir des relations très précises, définies par un certain nombre de règles, de règlements, et puis rassembler, être ensemble. Ce sont des notions fortes, ce sont des valeurs fortes. Alors, et ça, c'est ce qui définit la religion. Donc, le chaman est bien un personnage religieux, dans ce sens-là. Hein, voilà, une première chose, pour ne pas l'opposer à d'autres personnages plus ou moins religieux, on va dire. Mais enfin bon, pas. Donc, le chaman, pour moi, est un personnage religieux. Le chamanisme est une religion au sens le plus fort du terme. J'ai lu comme vous beaucoup de livres sur le sujet. Oui, le chamanisme n'est pas tout à fait une religion. Ben, si, c'est au contraire, c'est vraiment une religion, quoi. La religion. Alors, Mircea Eliade, je ne sais pas si c'est Eliade d'ailleurs, considère que le chamanisme est au fondement même de toute religion. Là, je suis assez d'accord. On est là sur un certain nombre de principes, hein, que l'on retrouve au travers des différentes formes que peuvent prendre donc les religions. Révélées, pas révélées, etc. Monothéisme, polythéisme. Pour moi, c'est tous ces termes-là. La modeste connaissance que j'ai de ces populations m'amène à invalider tous ces termes. Le chamanisme n'est pas plus polythéiste que les religions monothéistes, on peut dire monothéistes. On a aussi à faire des religions révélées. On ne peut pas opposer les religions révélées. Moi, je pourrais vous raconter les traditions des Sioux, par exemple. Je ne fais pas exactement ça chez les Téco. Mais les Sioux, comment la religion, les rites secrets des Indiens Sioux sont issus d'une révélation, au sens fort du terme. Hein. Donc toutes ces oppositions, qui sont bien entendu issues du préjugé, n'ont pas cours, ne se vérifient pas dans les faits. Hein. Voilà, non. Alors l'idée du créateur, donc du Wudakala, c'est de créer. Alors le monde n'est pas. Il reçoit comme une vision, comme un rêve, et l'idée c'est de concrétiser son rêve. Alors l'importance du rêve dans cette société, bien sûr, j'y reviendrai en fonction du temps qui me sera, voilà, que j'aurai. Mais donc l'idée c'est de créer l'idéal des Tupi-Guarani, dont font partie à la fois. Ah bah oui, voilà, non, c'est pas grave. Les Téco et les Wayampi, leurs voisins, c'est de créer un monde idéal. Alors le monde idéal, il est ainsi défini. Alors il est ainsi défini, je vais prendre quand même me référer un peu à mes notes, par Jean Servier, en 1964, qui écrivait dans L'Homme et l'Invisible. Je ne sais pas si vous connaissez cet ouvrage. Qui est loin d'être inintéressant. Il écrit « Toutes les civilisations traditionnelles sont conscientes d'avoir perdu un paradis primordial. Toutes se considèrent en état de chute. Les termes du mythe varient d'une civilisation à l'autre, mais cependant quelques traits communs reviennent avec insistance. L'homme était immortel,
Il ne travaillait pas pour se nourrir, les arbres pourvoyaient sa subsistance, le ciel était proche de la terre et tous les animaux étaient de pacifiques herbivores obéissant à l'homme. Alors bon, c'est une définition générale, hein, que toute société imagine, rêve d'un monde parfait, ou d'un monde sans conflit, une terre sans mal. Donc ça, c'est le terme qu'emploie Malan Ei, donc la terre sans mal des Tupi-Guarani. Ça, donc c'est propre à la famille Tupi-Guarani en Amérique du Sud est une des plus importantes avec les Caribes, les Arawaks et quelques autres. Bon. Passons sur donc l'idée, alors c'est comment la terre sans mal? Je vous renvoie bien évidemment par rapport à cette notion. Ça, c'est le rêve, c'est le monde que Willa Catala veut créer. Voilà, c'est son idée première. Alors, est-ce qu'il y arrive, est-ce qu'il n'y arrive pas? On va voir. La terre sans mal, elle nous est ainsi décrite par Hélène Clastre, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle précisément La terre sans mal. À la suite, parallèlement aux travaux de son mari, donc Pierre Clastre, qui a écrit, vous le savez, La société contre l'État. Je ne sais pas si ça fait toujours partie des lectures obligatoires. Pas obligatoires, mais très recommandées. Voilà, donc Hélène Clastre a écrit cet ouvrage où elle définit la terre sans mal, donc c'est l'idéal Tupi-Guarani, ainsi. Alors, je vous précise tout de suite que les Téco l'appellent Alapukup. Mais c'est la terre sans mal. La terre sans mal nous est d'abord décrite comme un lieu d'abondance. Le maïs, ou peut-être le manioc aussi, en l'occurrence chez les Técos, c'est plutôt le manioc. Le maïs y croît de lui-même. Les flèches s'en vont seules à la chasse. Opulence et loisirs infinis. Plus de travail, donc, plus de travail. Danse et beuveries peuvent y être les occupations exclusives. Pas davantage de règles de mariage. Enfin, la terre sans mal, c'est le lieu d'immortalité, quand ici-bas les hommes naissent et meurent. Voilà, le monde idéal, c'est une terre sans mal. Donc, bien sûr qu'il n'est pas sans analogie avec d'autres traditions, y compris la tradition chrétienne du Jardin d'Éden, hein, bien entendu. Mais à partir du moment où Willa Catala décide de concrétiser, donc de créer un monde, c'est possible qui correspondrait à cette image, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que on va rentrer dans un monde très rapidement, et là, en grande partie par la faute des êtres humains, hein, plutôt des hommes que des femmes d'ailleurs, parce que les femmes sont un peu chamanes. C'est ce que pensent les Técos. Hein. Bon. Au point même que, pardon pour cette parenthèse, c'est la première, mais il y avait autrefois chez les Técos des femmes chamanes, des femmes padzé, c'est le terme chaman. Mais c'était trop forte. Et on peut les hommes en avaient peur. Avec trop de pouvoir. Donc on leur a retiré ce pouvoir qu'elles l'ont toujours, mais elles l'ont toujours au niveau, pas de façon officielle. Hein. Voilà. Je vous présente évidemment le point de vue des Técos tel que je l'ai entendu. Donc il n'y a plus de femmes chamanes aujourd'hui chez les Técos. Mais les femmes sont toutes un peu chamanes. Voilà. C'est ça l'idée générale, c'est ça. Hein. Donc, j'ai un peu perdu le fil, mais c'est pas grave. Oui, donc ça, c'était par rapport, pour vous dire qu'actuellement, les chamans, les padzés sont où étaient, parce que je vous ai dit, le nombre des chamans chez les Técos est important, donc jouent un rôle social, spirituel important. Aujourd'hui, le monsieur que vous avez sur l'affiche est le dernier, je ne vais pas dire le dernier, parce que voilà, c'est bien une chose qui échappe au regard de l'ethnologue, c'est la façon très subtile dont se transmettent ou ne se transmettent pas, hélas, les héritages culturels, les savoir-faire, les savoir-être, les savoir-vivre. Donc ça, c'est une chose qui peut... Merci, c'est mon défaut, j'oublie toujours les photos. Donc vous avez une... Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, les chamans, moi je les ai vus, plus ou moins vus, mourir les uns après les autres. Aujourd'hui, je ne peux pas garantir, je n'ai pas l'assurance, en observant qu'il y ait encore aujourd'hui des chamans en activité chez les Técos. C'est tout à fait récent. Mais je ne suis pas en train de vous dire, il n'y en a pas. Je pense qu'il y a des chamans potentiels. Il y en a, mais en même temps, ça ne nous égare pas par rapport, me semble-t-il, par rapport aux propos. C'est-à-dire qu'il y avait encore un chaman en activité qui s'appelle
Joachim Panapu, ils s'appellent Panapu, parce qu'ils ont des états civils maintenant, mais qui a été converti récemment à l'évangélisme, à la religion évangéliste. Alors il faudrait aussi éventuellement parler de l'influence, par la suite, parler de l'influence des sectes en Guyane et ailleurs. Hein. C'est-à-dire qu'évidemment une forme d'ethnocide, je n'ai pas peur d'employer ce terme d'ethnocide, un peu tabou en ethnologie, parce que c'est Robert Jolin qui en a développé tous les sens, on va dire, même si c'est Georges Condominas qui l'a inventé. Il faut rendre à César ce qui appartient à César, mais c'est vrai que la notion d'ethnocide nous renvoie à tous les processus tendant, sont multiples, à faire disparaître ces sociétés. Et évidemment, l'action religieuse, les missionnaires s'en sont d'abord pris aux chamans, hein, qui étaient leurs concurrents. Bon. Après, il faudrait être plus subtil que ça, rentrer dans le détail, montrer qu'on peut éventuellement être chaman tout en se disant chrétien, ce qui est très visible, peut-être davantage visible encore en Amérique du Nord, hein, où on peut être presque, on peut se dire chrétien et diriger la danse du soleil. Alors c'est très bien ça. Mais après, il faut voir la compatibilité réelle des choses. Donc le processus, en fait, donc voilà. L'idée de Ouédakala, le créateur, c'est de créer ce monde où on est immortel, où on fait la fête en permanence, ce qui, évidemment, ce dont tout le monde rêve. Hein. Boire un coup de cachiri, la bière de manioc. La bière de manioc, ce sont les sociétés qui connaissaient l'usage de boissons alcoolisées, légèrement alcoolisées, la bière de manioc, autour desquelles s'organisent les fêtes qui sont aussi nombreuses que possible. Bien sûr, de temps en temps, il faut travailler, notamment lorsqu'on prépare les abattis, puisque ces sociétés sont aussi agriculteurs. Donc, donc, en fait, tout le processus de création du monde va à l'expérience, j'allais dire, et c'est bien, on va pouvoir arriver à cette image très bien, va être un processus en fait de différenciation. C'est-à-dire le passage d'une unité, parce qu'à partir du moment où on se représente une chose, eh bien la chose cesse d'être ce qu'elle pourrait être, en quelque sorte. Le rêve d'un monde parfait, à partir du moment où on le concrétise, il est impossible. Le vivant implique, en gros, et ça c'est la démonstration. Je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans les détails du mythe que j'ai sous les yeux, mais en gros la leçon du mythe, c'est que le vivant est fondé sur une différenciation, sur des dyades, sur des séries non pas d'opposition, comme on a tendance à le penser, l'homme contre la nature, etc., mais sur des séries de complémentarité. Il faut être différent. Évidemment, les implications de ce genre de leçons que nous donne le mythe Teco, et les mythes en général, je veux dire, sont multiples, hein, contre, évidemment, tout ce qui peut être uniformisation, mondialisation, pensée unique, etc. Donc, les chamans, ce mode d'être, de penser, d'agir, si je veux reprendre cette expression, a beaucoup à nous éclairer, on va dire, simplement par rapport aux problèmes qui sont les problèmes du monde moderne. Je ne voudrais pas oblitérer complètement cette dimension-là, parce que les ethnologues ne s'intéressent pas à des sociétés du passé, ou des sociétés qui vont disparaître. Ces peuples dont nous savons qu'ils vont disparaître, disait, je ne vais pas dire qui, parce que ce serait de la médisance et de la délation, mais hélas, on entend ce discours aussi chez les ethnologues. Moi, je ne travaille pas avec des sociétés qui sont en voie de disparition, pas du tout. Par contre, je travaille, entre guillemets, je fréquente, on va dire, des sociétés qui sont très menacées, très menacées. Alors c'est vrai que s'il y avait un pivot par rapport à ça, qui incarnait au mieux, je peux passer directement à ça, je vais revenir sur ce mythe quand même, mais qui incarnait au mieux ce mode d'être, de penser, d'agir dont je vous ai proposé une définition tout à l'heure, c'est le chaman. Voilà ma proposition, si vous voulez. Hein. Bon. Je reviens, si vous voulez, sur le mythe, parce que là aussi, contrairement à ce que disent certains ethnologues que je ne citerai toujours pas, le mythe est plein d'enseignements. Le mythe est une leçon de science naturelle, c'est une leçon d'éthique surtout, parce que le mythe fixe les limites de ce qui est permis, de ce qui est possible, et ça se confond parfois, hein, et de ce qui n'est pas possible, ou de ce qu'il ne faudrait pas faire. Hein. Donc le mythe est aussi une leçon d'éthique, de morale, de bien vivre, de savoir vivre. J'aime bien le terme, savoir vivre, hein, simplement.
c'est une leçon d'histoire, c'est bien sûr la dimension historique du mythe. Et, donc, il y a un corpus de mythes Teco qui a été rassemblé par moi-même et par 2 ou 3 collègues, donc c'est important encore. Hein. Donc ce savoir-là est encore là. Pour combien de temps, je ne sais pas. Parce que à nouveau, je me heurte à ce problème de la transmission des savoirs. Est-ce qu'elle se fait, est-ce qu'elle ne se fait pas? Non, bon. Il y a le savoir technologique aussi, il y a le savoir sur la spiritualité, etc. etc. Donc l'idée, au bilan, du Oudakala va, en voulant créer cette terre sans mal, va se heurter tout de suite à son contraire, qui est Tembetsi. Alors que les francophones traduisent Tembetsi. C'est le diable. Donc déjà d'emblée, s'il y a un Dieu, un être parfait, il y a forcément quelque chose d'imparfait à côté. Donc on va rentrer, en fait, au fur et à mesure du développement de la narration du mythe, vers toute une série non pas d'opposition, encore une fois, mais de complémentarité. Il n'y a pas de vivant, ce sont de choses différentes, encore une fois, qui vont se compléter. Alors c'est bon, je ne vais pas reprendre mes notes, parce que je pense que je vais très rapidement déborder mon temps de parole. Mais bon, déjà, s'il y a des hommes, il y a des femmes. Hein. Bon, on sait. Bon. Après, donc ça c'est par rapport... s'il y a du chaud, il y a du froid. S'il y a la nuit, il y a le jour. S'il y a le jour, plutôt, il y a la nuit. Tout ça est développé dans le mythe. Il y a des longs, des grands voyages, etc. Et en fait, le mythe Teco, il y a une espèce de mythe de base, on va dire, je pourrais l'appeler, et qui est connu encore par à peu près tout le monde. Hein. Alors après, je vous dis, la mythologie est très, très riche, très variée. Mais sur ces principes-là... voilà, le savoir reste assez partagé aujourd'hui. Donc, là, c'est l'inscription, finalement, dans une temporalité, dans un espace. La vie, la création de la vie, la création du vivant, c'est-à-dire la création des sociétés humaines, animales, la création des corps célestes, tout ça s'inscrit dans une temporalité. Lorsque le mythe nous parle de personnages surnaturels, je n'aime pas trop ce mot-là, je n'aime pas trop. Les choses se font très vite. Dans le temps mythique, les choses se font très vite. C'est à partir du moment où on passe au temps humain, là, les choses se passent dans la longueur. Alors, on vous le justifie. On vous explique la première femme, par exemple, qu'on a envoyée pour chercher le manioc, pour aller chercher... Bon, les 2 tiers d'un abatis, c'est-à-dire une surface cultivée chez les Técos, c'est du manioc. Il y a bien d'autres choses, mais enfin, alors elle a un peu tardé pour aller chercher ce manioc, avec lequel on fait la cassave, les galettes de manioc, avec lequel on fait le couac, la semoule de manioc, et on fait aussi le cachiri, la bière de manioc. Bon, elle a un peu tardé, donc c'est pour ça que maintenant les plantes, si elle avait été tout de suite, on pourrait juste aller chercher, collecter tous ces produits, mais comme elle a un peu tardé, eh bien maintenant les produits végétaux mettent du temps à mûrir. Alors il y a un peu la même chose pour les êtres humains. Bon là je saute un peu les étapes puis je vais revenir sur le... je vais revenir éventuellement. Oui, j'en suis une photo, c'est probablement la première photo, une des premières photos publiées sur les Técos, 1910. C'est M. Tripot, qui est le docteur Tripot. Alors, évidemment, bon bref, une photo très ancienne. Lorsque, à un moment donné, ça intervient vers la fin, mais bon, il n'y a pas de... Oudakala dit aux êtres humains, enfin, il s'adresse à l'homme, il dit voilà, ta femme est enceinte, alors je vous expliquerai éventuellement après comment elle a pu être enceinte. Ton bébé va naître. Il parle à l'homme, au père du bébé. Il dit, faut que tu le prennes tout de suite, tu le prends et puis tu t'en occupes. Alors, c'est vrai que depuis, les Técos s'occupent beaucoup des bébés. Les hommes Técos aussi, les femmes aussi, bien entendu. L'enfant est au centre des préoccupations. J'espère ne pas perdre le fil, mais les Técos ont frisé le seuil d'extinction. On estime alors c'est bon, j'ai lu ça, hein, qu'en dessous de 40, un peuple ne peut pas une ethnie ne peut pas se reproduire. Aura du mal à se reproduire. Bon, c'est un chiffre, hein, c'est une nappe. Bon, et les Técos n'étaient pas loin de ce seuil. Au début des années 1950, c'était une soixantaine. C'était une soixantaine. En tout, oui. Donc ils ont été vraiment constitués pendant un temps des plus petits groupes, des plus petites ethnies de la planète. Et puis ils s'en sont sortis grâce à l'assistance médicale, donc qui a commencé dans ces années-là. Je ne rentre pas dans le détail.
grâce aussi à une politique d'intermariage avec les ethnies voisines, en faisant fonctionner le principe de la matrilocalité, c'est-à-dire que l'épouse, non, pardon, excusez-moi, l'époux va habiter dans le village de l'épouse. Donc, comme ce sont des femmes téco qui ont pris des conjoints, Wayana d'un côté, donc du côté, bon, on n'a plus la carte, du côté Maroni, et Wayampi du côté sur lequel je me concentre, merci beaucoup. Donc, les maris, Wayana d'un côté, Wayampi de l'autre, ont été habités chez les. Ont été habités. Donc, pour de l'autre côté, c'est Wayana. Là, c'est le village, je parle. Ouais, c'est les villages qui sont ici, ça c'est Wayana. Il y a des técos qui sont par là. Je ne vois pas bien clair, je peux mêler. Et puis, bon, par ici, donc c'est les Wayampi et les técos. Camopi, là. Téco. Camopi, voilà. Sauts, Non, Camopi, c'est téco et Wayampi. Et les villages técos sur le long de la. Trois sauts, c'est Wayampi. Et Trois Sauts est entièrement Wayampi. Voilà. Et là, voilà, aussi. Non, là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Si, il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas d'être humain. Il y en avait. Bon, on va rentrer dans l'histoire. Donc, Willa dit à l'homme. Et l'homme a été, quand son bébé est né, hein, était un peu dégoûté par il n'a pas pris tout de suite, il n'a pas occupé tout de suite. Ouais, alors, du coup, c'est pour ça, explique le mythe, que les êtres humains mettent du temps à grandir, hein, et à développer leurs facultés locomotrices, etc. Enfin, tous, c'est pour ça que les bébés mettent du temps à se développer. Sinon, ils seraient tout de suite. Voilà. Alors, le mythe raconte toute une série comme ça pas de rupture, vous voyez, c'est les mots, mais de différenciation. Le mythe de création correspond à un processus, donc à tous les niveaux, un processus de différenciation. Donc de diade, donc de complémentarité d'opposés. Le chaud opposé au froid, la nuit au jour, etc. Le beau au laid, etc., etc. Donc c'est ça qui fait le monde vivant. J'étais sur le mythe là. Ouais, parce qu'il faut que tu oui, alors, donc, on va repartir sur le déluge rapidement. Voilà. Donc, je passe sur un certain nombre de choses. Donc, il y a déjà l'opposition où Dakala et Temzessi, ce qui traduisent, pour les francophones, traduisent par le diable et le bon Dieu, ça, pour parodier Sartre, mais bon, le diable. Donc, il y a du bon, il y a du mauvais. En fait, il y a christianisés. Non, Non, mais ils ont été fréquentés par les missionnaires. Ils ont été, mais quelle est l'influence? Je ne vais pas trancher la chose, hein, parce que... Non, c'est parce que le déluge... Oui, ben, le déluge, je ne sais pas, vous avez tous des histoires de déluge, quel que soit vos terrains, non? Je ne sais pas si vous... En Afrique, il y en a partout, des histoires de déluge. Hein, oui, je ne suis pas contre l'idée. Oui, bon, voilà, on a évidemment j'en ai eu de très belles versions aussi chez les Ojibwe, du déluge. Donc, Willa va essayer, à chaque fois, il va y avoir différents échecs. Et à un moment donné, la dernière catastrophe, il va y avoir deux catastrophes. Il y a la chaleur qui va détruire la première création. Hein. Ensuite, il y a un tremblement de terre, enfin, une espèce de raz-de-marée. Non, pas de raz-de-marée, pardon, le tremblement de terre. Le raz-de-marée, c'est plutôt maintenant. Alors, je ne peux pas vous rentrer dans les détails. Donc, à un moment donné, il y a un personnage. Alors, il y a la création, il y a tellement de choses à dire. Il y a la création de différents niveaux. Hein, déjà aussi, différenciation entre ce monde et d'autres mondes. En dessous, au-dessus. Hein. Alors, le nombre varie. Mais bon. Donc, il y a des mondes en dessous, il y a des mondes au-dessus. Bon. La Terre est plate, normalement. Bon, maintenant, ils savent que c'est difficile à soutenir, mais enfin, dans la tradition, elle était cool. Au départ, voilà, la Terre était plate. Bon. Mais bon, ça va. Ils savent qu'il n'en est rien. Donc, à un moment donné, l'eau monte. Hein, c'est toujours des échecs de la volonté, enfin, comment dire, du rêve de créer une terre sans mal. Hein. Donc, il y a l'eau qui monte. Donc, un homme, non, on va repartir sur la... Voilà. Donc, il y a plusieurs êtres humains qui se réfugient en haut d'un palmier bâche, Bolotsi, et ils envoient des graines par terre pour voir si l'eau... Enfin, je ne peux pas rentrer trop dans les détails, je suis désolé, parce que c'est très très long. Hein. Donc, pour voir si l'eau baisse, finalement, l'eau baisse quand même,
Et alors, il faut savoir que donc, c'est ce palmier donc, qui permet à un certain nombre d'êtres humains de survivre au déluge, mais il est entouré par la mer. Les Técos qui vivent maintenant, vous l'avez compris, dans l'intérieur des terres, dans la forêt, ont une tradition de venir on va laisser là, de venir de la côte. Bon, on ne va pas rentrer dans l'histoire parce que si ça me... Donc, ils finissent par descendre du palmier, parce que la terre, ça y est, les eaux se sont évacuées, donc ils descendent, mais il faut une corde en liane, et la corde casse, enfin la corde, oui, casse, et en tombant, des êtres humains donc, qui ont survécu au déluge se transforment en les différentes espèces animales connues des Técos, donc c'est les espèces de la forêt tropicale aujourd'hui. Ensuite, il y a toute une série de... On va continuer vers une... Donc, En fait, c'est le palmier de Noé. c'est un peu ça, oui. Et cet homme se retrouve seul, celui qu'on voit donc cette fois enfin sur le dessin. C'est un dessin qui a été fait par des enfants que j'avais à mon école, parce que j'étais en 71, c'est une parenthèse à nouveau, excusez-moi, pour mettre en place un projet d'enseignement adapté, bien entendu. Il ne s'agissait pas de leur enseigner nos ancêtres les Gaulois, au contraire, c'était justement pour faire changer un petit peu ça. Et Pierre et Françoise Grenand, donc, qui ont initié ce projet, qui m'ont embarqué, si je peux dire, sur ce projet. Donc ça, c'est un des enfants de l'école qui m'a fait ce dessin-là. Donc ce dessin date de 1971. Il représente un épisode du déluge, donc de la création du monde. Voilà. Donc cet homme se retrouve seul avec une petite femelle de singe macaque, de singe sapajou, pardon, je vais changer, sapajou. Et lui, il va chercher, donc c'est pas ça, je crois qu'il s'appelle Kaakatouane, il va chercher s'il n'y a pas d'autres survivants. Parce que beaucoup se sont transformés en animaux, ils sont partis dans la forêt, etc. Bon, il va chercher. Il part un jour, et puis alors qu'il y a cette petite femelle de singe sapajou, qui est là, qui reste là, je ne sais pas si elle est attachée, pas attachée, j'en sais rien. Il revient le soir et il trouve de la cassave. Vous savez ce que c'est, la cassave? C'est une galette de manioc. Il dit, qui c'est qui a fait la cassave? C'est étonnant, ça. Il est content, parce que c'est bon, il mange sa cassave. Le lendemain, il repart à nouveau en quête d'humanité. Et il revient le soir, il y a peut-être encore d'autres épisodes, on va l'abréger, mais il revient et il trouve du cachiri. Alors, du cachiri, c'est la bière de manioc, ça c'est vraiment bon. Puis c'est désaltérant, quand vous revenez d'une promenade en forêt, soit à la chasse, soit à la bâtie. Ça vaut une Glenberger. Oui, enfin bon, c'est comparable, disons. Et là, il voit du cachet. Qu'est-ce qui se passe? Non, là, il dit, c'est bizarre, qu'est-ce qui a fait ce cachet? Il commence à avoir des doutes. Alors le lendemain, il fait semblant de s'éloigner, il reste... on imagine une clairière, quoi, comme un espace de village, mini-village. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il voit? Cette jeune macaque, sapajou, pardon, excusez-moi, qui enlève sa peau et qui se transforme en une belle jeune fille. Formidable. Alors, il ne résiste pas, il se précipite vers elle, il va lui faire... voilà, quoi. Et elle dit non, attention, il faut attendre que j'ai mes premières règles pour qu'on ait des relations sexuelles. Alors bon, il dit, d'accord, ok, d'accord. Mais alors, comme on est dans le temps mythique, ça se passe très vite. Donc, ils ont une relation sexuelle. Non, ce qui se passe très vite, c'est l'attente pour qu'elle ait ses premières règles. Après, je ne sais pas. Donc, il lui fait pas beau comme expression. Bon, enfin bref, ils ont un enfant ensemble, un garçon. Et alors la femme dit, ouais, ça pourrait être ça, mais ça fait référence en fait à tout un autre mythe, mais en même temps, oui, c'est vrai, c'est moi qui l'ai mis là. Mais bon, c'est pour marquer, oui, c'est vrai, c'est pour marquer que on est un peu dans une indifférenciation pour l'instant. Et je vous l'ai dit, le processus de création du... je ne suis pas chaman, mais ils sont là. Les personnages chamaniques sont là en permanence dans ce mythe. Mais bon, ces personnages qui font les intermédiaires, Oudakala lui-même, c'est le créateur, mais lui-même, il va être amené à créer d'autres mondes que le monde, je ne sais pas comment dire, terrestre. Donc voilà, donc il est déjà un démiurge, bien sûr, il est un démiurge, c'est un créateur. Bon, et bref, la petite femelle de sa... Enfin, je ne sais plus comment l'appeler, du coup, c'est Sapajou, lui dit, bon, maintenant on forme un couple, vous voyez, déjà, bon, on est dans le...
homme-animal, quoi, mais pas tout à fait animal. Hein. Et il dit, mais il ne faut pas tuer c'est l'apparentement avec le milieu. Là, on est encore... Il dit qu'il ne faut pas tuer de quata, de singe-araignée, il ne faut pas tuer de babou. Enfin, je prends les termes créoles, les termes guyanais, hein, excusez-moi, parce qu'après, je peux vous donner aussi les noms téco, parce que c'est mes parents. Donc, tu vas à la chasse, mais tu ne peux pas tuer mes parents. Ok, bon, en fait, il a mis en place des certain nombre de règles. Bon, il n'obéit pas parce que un chasseur qui ne trouve rien, il va finir par tirer ce qu'il peut, quoi, enfin, par tuer ce qu'il veut. Bon. Alors, une fois, elle se fâche un peu, elle le fait cuire quand même, enfin, elle fait la cuisine, pas très original, mais c'est vrai, c'est les femmes aussi qui font la cuisine. Bon, et puis la troisième fois, elle dit non, elle est très fâchée, quoi, parce qu'il a tué encore sa famille, un baboun ou un quata, ou, etc., un coucou, quata ou autre chose, et elle s'en va. C'est la rupture entre l'homme et l'animal, symboliquement, parce qu'il faut que j'accélère un petit peu, je sens ça. Donc c'est une rupture entre... Donc désormais, et les narrateurs le disent comme ça, désormais l'homme devra... pour raccourcir un petit peu, mais c'est vrai que dans un premier temps, tout le monde... par la suite, bon, attendez, excusez-moi. Donc là, la femme s'en va, elle remet sa peau, bien sûr, elle remet sa peau de sapajou, elle la remet à son fils aussi, et tous deux vont partir en forêt. C'est le début donc d'une... comment dire, ça initie un petit peu l'aspect prédation. Hein. L'homme devra chasser maintenant pour vivre. Il n'y aura plus les choses à disposition. Bon, il y a d'autres choses qui vont venir confirmer ça, qui vont venir renforcer ça. Alors par la suite, on voit, là je vais sauter quelques épisodes, mais il y a la perte de l'immortalité. Donc on est dans... Non, d'abord, excusez-moi, non. Après le déluge, non. Il a... comment ça s'appelle, Kakatouane, l'homme survivant. Donc, il est à nouveau seul. Hein, sa femme est partie avec son enfant dans la forêt, sous forme de singe. Hein. Il est à nouveau seul. Et Oulakala, il continue à vouloir essayer d'aider cet homme-là qui est tout seul. Et lui dit, voilà ce que tu vas faire. Il y a des anacondas qui ont l'anaconda, c'est le plus gros serpent de la forêt guyanaise, comme en Amazonie en général. Il dit, tu vas couper des morceaux d'anaconda, tu vas les mettre dans des hamacs. Et tu vas... je ne sais pas si vous imaginez un espace ou une habitation où donc il y a des anacondas, on va couper des morceaux, il va les mettre dans un hamac. Et très rapidement, on est en forêt tropicale, les morceaux d'anaconda vont pourrir et vont donner des vers. Hein, pourrir, ça va donner des vers. Et Oulakala commande à l'homme, donc le seul survivant du déluge, à nouveau, hein, il dit, va là où il y a beaucoup de vers. Et l'homme est dégoûté déjà. Il va là où il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça parce que tous les vers vont se transformer en êtres humains. Voilà. Donc nous sommes tous, autant que nous sommes ici, selon les técos, descendants des vers issus du pourrissement des anacondas. Voilà. Donc, mais les técos... Non, pour les hommes et les femmes, c'est toutes les... Alors là où il y avait le plus de vers, c'est donc au fur et à mesure... Les técos rajoutent des éléments qui viennent de l'extérieur, qu'ils connaissent. Ils viennent à connaître les Français, il y a longtemps qu'ils les connaissent, les créoles, les Saramacas, qui sont des Bushinengue, et autres populations tribales de Guyane, qui sont d'anciens esclaves, qui ont reconstitué des villages africains. C'est difficile encore de rentrer dans le détail. Donc tous ces gens-là sont issus, nous sommes tous issus de ces vers, hein, de ces asticots. C'est le mot que je cherchais. On retrouve d'ailleurs quelque chose d'assez similaire en Amérique du Nord, mais bon. Parenthèse. Donc, alors voilà, il y a des gens qui sont nombreux, les Chinois, il y a beaucoup de Chinois en Guyane, hein, notamment qui sont des commerçants, puis des Américains, parce qu'ils ont entendu parler des Américains, etc. Donc ils intègrent au fur et à mesure des populations. Et puis les Hmong maintenant. Et puis les Hmong, bien sûr, tout ça. Donc plus ou moins nombreux, ils savent qu'ils sont plus ou moins nombreux. Les Français, ils ont l'idée qu'ils sont très nombreux parce qu'ils sont très présents, ouais, mais bon, etc. Peu importe. Donc c'est la diversification des êtres humains. C'est la tour de Babel, si vous voulez, c'est un petit peu, parce que chacun parle sa langue. Attends, ouais, chaque peuple parle sa... J'abrège un petit peu, excusez-moi, mais voilà. Bon. Diversification. Différenciation, diversification. Ensuite, il y a la perte de l'immortalité, où là, que là, fait bouillir de l'eau dans une grande marmite. Autrefois, c'était des marmites en terre qu'ils faisaient eux-mêmes. Et il dit aux êtres humains, donc, plongez dans la marmite, mais l'eau est bouillante, alors ils ont un peu la trouille. L'eau bouillante. Et plongez, parce que... Alors, il fait l'expérience avec... 10 minutes.
Donc il fait l'expérience. Ah oui, je parle un peu de la fonction chamanique. Tout ça, ah oui, c'est très, très difficile. Bref, ils ne veulent pas plonger finalement. Alors ils vont alors. D'une part, ils vont. Le premier qui va plonger dans l'eau va. Tout le monde est tout noir, ce qui est parfois d'ailleurs selon la science. Ils étaient tous noirs au départ. Donc le premier qui va plonger, c'est le blanc qui va ressortir de l'eau blanc. Le deuxième, ça va être l'amérindien, qui va ressortir un peu. Il a un petit peu pris de la couleur des chats. Et puis le dernier, ça va être c'est un petit peu. Bon, un peu, mais voilà, c'est comme ça. Donc c'est les noirs. Donc différenciation d'aspect physique. Hein, vous voyez. Et puis la perte d'immortalité aussi. Parce que si on avait plongé tout de suite dans le bain, on pourrait retirer sa peau, un peu comme là. Hein, et puis se renouveler, donc être immortel. Perte d'immortalité. Bien sûr, parce que s'il y a du vivant, faut qu'il y ait de la mort. Une chose renvoie toujours à ce. C'est la leçon du mythe. Bon, j'abrège tout ça hein, pour dire, il y a encore d'autres choses. Il y a une répartition culturelle qui s'est fait ensuite. Bon, voilà. Alors, pour vous dire simplement la chose, il y a des sacs qui sont cachés dans la forêt. Il y a... et Wulakala dit aux êtres humains, allez dans la forêt, chercher un sac, etc. Bon, oui, on va pas tarder. Et donc, donc, les créoles, les noirs, les créoles donc, récupèrent le sac plein d'outils, donc ils vont travailler pour les autres, donc l'esclavage en fait. Hein. Les Indiens vont récupérer un sac où il y a de la viande boucanée, il y a des choses comme ça, de la forêt, des flèches, donc ils vont vivre dans la forêt, condamnés. Et puis les Blancs récupèrent un sac plein d'or. Donc c'est eux qui vont gouverner. Donc on est sur un mythe qui évidemment ne valorise pas entièrement la population qui a créé ce mythe. Ouais, bien sûr, c'est les Blancs qui ont le beau rôle. Chez les Técois, c'est souvent comme ça que ça se traduit. Et à la fin, donc le monde ne va pas bien. Wulakala finit par partir. Parce que ça ne marche pas comme il voudrait. Il n'a pas réalisé. À chaque fois, c'est les êtres humains qui fichent la paix. Alors, il y a la création de la sexualité, mais là, je n'ai plus le temps. Pourquoi les femmes n'avaient pas de sexe au début? Les hommes faisaient éjaculaient dans des calebasses. Voilà. Tu l'as publié. Oui, tout ça. Oui, on peut renvoyer pour le détail. Bien sûr, si vous voulez, je s'attach, je peux parce vous... que là, on a un chaman qui attend. Oui, il a l'air... Alors, pour conclure, Wulakala part et invite les êtres humains à partir avec lui, c'est-à-dire dans la terre sans mal. Il repart là-bas où un truc. Alors c'est une terre où tout est transparent, etc. Un seul homme accepte d'y aller parce qu'ils ont la trouille, hein, etc. Donc un seul homme accepte. Et là, ça va être le premier chaman. En fait, mon discours était surtout sur la fonction. Et pourquoi? Parce que il y a l'idée que le sens des choses, le sens premier des choses, réside ailleurs que dans l'acte créateur et dans la création elle-même. Le sens des choses est ailleurs, c'est un projet, c'est un rêve. Et si on veut garder, et il est nécessaire de garder, parce que nous naviguons constamment, c'est toujours les Técots, tel que je le comprends, entre deux séries de tendances, les unes qui nous accrochent à ce monde avec ses plaisirs, mais aussi ses déplaisirs. Le plaisir renvoie nécessairement des plaisirs, la vie est faite de ça. Hein. Et puis une aspiration vers l'au-delà, vers une unité, etc. Donc ça peut renvoyer à d'autres traditions religieuses. Donc on navigue tous les jours entre les deux. Et on a besoin de quelqu'un qui permette cette vie. Alors nous sommes tous chamans la nuit lorsque nous rêvons, nous partons, c'est notre âme, et la ouïe qui s'évade. Et puis il y a un professionnel, on va dire entre guillemets, du voyage, donc, qui va être cet homme qui a eu le courage d'accompagner Wulakala dans la terre sans mal, dans l'au-delà, dans le pays de Wulakala, hein, et qui va devenir le premier chaman. Alors là, il va recevoir des recommandations de Wulakala, donc il va dire, si tu as besoin de moi, on a toujours besoin de trouver des solutions, des remèdes, des causes déjà, la cause des désordres, et puis éventuellement d'y trouver remède. Hein. Donc, et il lui remet cet instrument qui n'est pas le palmon. Hein. Celui-là, il est wai-wai. Mais comme je n'avais pas... Il vient de Guyane aussi? Non, il vient de Guyane anglaise. Ouais. Il vient de Guyane. Non, après. Oui, non, je n'ai pas l'intention de répondre. Hop, on y va.
Donc, il va lui remettre cet instrument mais qui est plus gros. C'est très variable. Celui-là, il est Wai-Wai. Hein, c'est donc des Indiens sur des Caraïbes, mais qui sont en Guyane anglaise. Celui des Teco est plus gros. Donc, il va être le téléphone. Je dis téléphone, pourquoi? Parce que lorsque les Teco, on a... Ça tombait bien, finalement. Voilà. En fait. Oui, ah oui, très Oui, bien. ça, tu vois, c'était à Oui, propos. exactement. Eh ouais. Je n'ai pas fait Ça le- aussi. c'est super. Ouais. Exactement, ouais, c'est parfait. Et donc, vous le voyez là, donc là, c'est le monsieur dont je vous parlais qui s'appelle Panapui et qui est actuellement, donc, qui se dit évangéliste maintenant. Il dit non, je suis plus chaman. Pourquoi? Parce que la fonction de chaman, si j'avais eu 2 minutes, j'aurais pu vous détailler un petit peu quelles étaient les fonctions. Je qualifie le chaman de... D'accord. Je qualifie, enfin, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, de façon un petit peu désordonnée, je m'en excuse, je vous prie de m'en excuser plutôt, mais comme réparateur du désordre. Parce que ce monde n'est pas... ces Ojibwe qui emploient une autre expression qui est intéressante, un monde beau, ordonné et harmonique, qui correspond à l'idéal de la terre sans mal. Mais c'est l'équivalent Ojibwe du Nord. Hein. Monde beau, ordonné, l'importance donnée à la beauté. Bon, qui existe aussi, bien entendu. Donc le chaman, eh bien, il va être l'opérateur téléphonique, on peut dire. Non, mais bon, je plaisante, mais c'est-à-dire communiquer. Le médiateur, bien entendu. Alors, il y a toute une série de définitions. Moi, je l'appelle réparateur du désordre, non pas pour contredire mon collègue regretté Michel Perrin, qui lui parlait du guérisseur de la fortune. Je trouve ça un peu limitatif, en tout cas par rapport au déco. Les multiples fonctions du chaman qui sont... donc, du même coup, vous comprenez quoi par rapport à la logique représentée notamment par les Teco de ce mode d'être, penser, d'agir, le personnage du chaman devient un personnage nécessaire, indispensable, pour nous permettre d'accéder à une certaine forme de connaissance pour identifier la cause de tous les désordres. Les désordres, ça peut être quoi? C'est une maladie physique, maladie mentale, ce n'est pas dissociable. Hein. Un désordre naturel, la pluie qui dure de trop, ou la sécheresse qui dure de trop. Il y a 2 saisons en Guyane, hein, saison sèche et une saison humide. Donc il peut intervenir là-dessus. Sur la santé physique et mentale, il y a une pharmacopée qui reste riche. Là, vous voyez ici un monsieur qui est en train de collecter des plantes médicinales. J'en ai moi-même, enfin, j'ai un herbier avec les plantes médicinales. Je publie un article là-dessus pour l'instant. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais la connaissance... La connaissance moyenne de combien de plantes? Alors là, on aborde la question de savoir quelle est la perte des savoirs en ce moment, parce que les enfants sont scolarisés. Avant disons, dans les années 60, 70. Personnellement, je n'ai pas beaucoup, j'ai collecté à peu près une centaine de plantes médicinales. Ce n'est pas du tout exceptionnel. Hein, mais voilà, mon enquête, pour l'instant, c'est à peu près ça. Pierre-François Renan en avait combien, je sais qui ont publié, oui, au moins. Chez les Wayampi, donc chez les voisins. Donc, on peut soupçonner, d'ailleurs chez les Teco, mon enquête n'est pas terminée. Hein. Voilà, donc c'est clair. Donc, réparateur du désordre, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça peut être vraiment de multiples... Alors bon, j'avais la liste, si vous voulez, je ne sais pas si je vais la retrouver. Mais la fonction préventive et propitiatoire, la fonction étiologique et diagnostique, la fonction, je vous lis d'abord la liste, fonction thérapeutique et modératrice, fonction sociale et pédagogique, fonction diplomatique, fonction guerrière. J'aurais voulu vous dire 2 mots d'une certaine, comment dire, d'une société guerrière, comme le terme s'emploie en Amérique du Nord, mais moins en Amérique du Sud. Et il y a chez les Teco ce qu'on appelle une société guerrière, c'est-à-dire des hommes qui étaient formés, des hommes, c'est la guerre, c'est plutôt l'apanage des hommes, qui étaient formés pour faire la guerre. Donc il y avait des pouvoirs extraordinaires, donc ça nécessitait une formation, j'ai écrit aussi là-dessus, particulière pour acquérir ces pouvoirs de guerrier extrêmement extrêmement forts. La capacité de voler, de marcher au fond des eaux, de se déplacer très très vite, puis d'être très fort, etc. Donc c'était guerrier, une société guerrière, qu'on appelle les Makan, M-A-K-A-N.
les Teco Macagne. Alors c'est le nom d'un groupe aujourd'hui, d'un groupe de, je sais pas comment dire, de chant et de danse qui s'est formé chez les Teco et qui est une des expressions d'une volonté de préserver la culture qui passe par là. Ils sont appelés les Teco Macagne. C'est une tradition. Ce sont en fait des chamans guerriers, tout simplement. À la façon peut-être des samouraïs, je ne sais pas si on peut faire la comparaison. Ça rappelle un petit peu ça. Aux soldats chiens, aux Sioux. Oui, c'est ça, tout à fait. Chiliennes. Tout à fait. Bah, oui, très bien, tout à fait, bien sûr. Tout à fait comparable. Je crois que ça existe aussi chez les Toba. Il y avait aussi, puis probablement ailleurs. Hein. Je n'en ai pas entendu parler pour les autres groupes de Guyane. Pierre-François Grenon n'ont pas mentionné l'équivalent chez les Wayampi. Je ne le connais pas non plus ni chez les Kalinia, ni chez les Wayana, ni chez les Palikwené, ni chez les Lokono. Il y a 6 ethnies en Guyane. Voilà, je viens de les citer. Donc, bien sûr, il y a toute une tradition d'affrontements guerriers avec les populations voisines. Affrontements guerriers qui ont été souvent suscités par la colonisation, pas uniquement, je ne dis pas qu'il n'y avait pas de guerre avant la colonisation. Alors, ça, c'est un rituel, par exemple, qui est assuré par les chamans, mais pas uniquement d'ailleurs. L'application des fourmis, qui sont insérées dans une petite vannerie, Tapidjaï Lupa, les fourmis s'appellent Tapidjaï, et la petite vannerie dans laquelle sont insérées les fourmis s'appelle Tapidjaï Lupa, c'est-à-dire quelque chose qui est tressé dans lequel il y a des fourmis. Et on applique ça un peu par. Selon les hommes le reçoivent sur certaines parties du corps, les femmes sur d'autres parties du corps. Selon, par exemple, si on le met sur le ventre, c'est pour que les femmes soient fécondes, par exemple. Sur les bras, c'est les hommes et les femmes, c'est pour qu'ils soient costauds. L'acide formique a un certain nombre de propriétés. Hein. C'est pas des arboricoles, hein, elles ont de l'acide dedans. Ah oui, elles sont plutôt terrestres, mais. Ouais. Il y a différentes espèces qui sont employées. Ici, c'est Tapidjaï. Alors là, c'est des guêpes, oui, c'est des guêpes, des grosses guêpes. Ils les mettent où, là alors, il les pose là. Mais individuellement. Là, c'est plus. Est-ce que ça a un rapport il les pose, il les prend à la main, il les pose comme ça pique. Est-ce que c'est comparable au rythme des Indiens des plaines qui se. Là, je ne ferai pas d'équivalence. C'est pour des propitiations, Oui, c'est propitiatoire, oui. C'est pour faire de. Par exemple, là, c'est un enfant, hein, c'est un jeune garçon, je ne dis pas de bêtises. L'aspect propitiatoire des rites est constant, hein, c'est-à-dire, en particulier avec l'application des fourmis ou des guêpes, c'est en gros les deux choses qui sont. Et en même temps que par exemple ici, là, c'est pas un chaman, hein, il n'y a pas que les chamans qui font ça. Vous avez la fiche d'Arlette Laguillet derrière, mais c'est autre chose, c'est pour l'anecdote. Oui, parce que ce sont des citoyens français, donc les affiches électorales, il n'y en a qu'une qui est survécue. Ouais, bref, je ne peux pas vous raconter ça. C'est un ancêtre, ils ne savent plus qui est Arlette, mais c'est un ancêtre. Bon, bref, donc c'est pour dire, donc oui, là, c'est pour qu'ils soient de bons chasseurs, qu'ils soient costauds. Vous savez qu'on passe traditionnellement, les Amérindiens passaient beaucoup de temps dans les canaux, hein, parce qu'il n'y a pas de route pour l'instant sur Camopi. Le jour où il y aura des routes, je ne serai plus là pour vous en parler. Et il n'y aura plus l'Indien non plus, j'en sais rien. Bref. Donc on passe beaucoup de temps avec les canaux, donc faites costaud. Là, sont très développés, les hommes et les femmes. Il faut que tu conclues là. Oui, oui. Donc là, il y a un certain nombre de rituels qui sont. Celui d'avant, c'était pour que le kashiri soit bon. Bon, chasser, je ne sais pas comment vous dire ça, les mauvais esprits, hein, parce que je ne vous ai pas parlé du panthéon Teco, qui est extrêmement important. Il y a beaucoup de. Par exemple, les chamans se transforment en anaconda lorsqu'il meurt. Les chamans, normalement, la destinée d'un chaman lorsqu'il meurt, c'est de se transformer en anaconda et d'aller vivre dans les villages des anacondas au fond des seaux. Ce qu'on appelle les seaux en Guyane, c'est les rapides. Donc les rapides avec les roches et tout. La navigation est très, très, très délicate sur les fleuves guyanais. Hein. Il faut connaître. Bon, les Indiens connaissent. Hein. Donc, il y a au fond des seaux, des villages entiers. De même dans les fromagers aussi. Le fromager est un arbre énorme, qu'on trouve d'ailleurs en Afrique aussi, avec d'ailleurs très curieusement, avec les mêmes croyances associées. Hein. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du fromager, Kumaka, il y a des villages, il y a des choses extraordinaires. Voilà. Puis des esprits, les Masikili, etc. Donc, le monde est peuplé, n'est pas seulement peuplé d'êtres visibles, aussi d'êtres invisibles, et souvent d'êtres qui sont visibles mais qui peuvent se rendre invisibles. Évidemment, le chaman a ce pouvoir grâce à une substance qui s'appelle le kainyu,
Et de même, les guerriers, je dirais guerriers chamans aussi, ce pouvoir de se rendre invisible, etc. Et puis, les esprits aussi ont le pouvoir de se rendre visibles, hein, sous forme animale ou sous forme d'autre. Bon, il y a énormément de choses à dire dans ce sens-là. Mais, si vous voulez, pour essayer de synthétiser un peu tout ça, voilà. La position, c'est que par rapport à ce mode d'être, de penser, d'agir que je vous ai défini, que je propose, dont je vous ai proposé une définition, les 3 équilibres, du coup, ce personnage devient le passage du chaman, hein, devient un personnage clé. C'est celui qui va assurer au plus haut degré, on va dire, cette relation, l'équilibre, enfin, relation harmonique, ou si harmonique que possible, parce que... Bien sûr, la perfection de l'harmonie, c'est la mort, en fait. Voilà, donc c'est un problème. La démonstration du mythe, c'est aussi que la terre sans mal, c'est pas quelque chose de très souhaitable. Parce que si vous avez une terre où c'est une terre, c'est un peu amorphe, c'est un peu inerte, c'est un petit peu. C'est un monde sans émotion. Si vous n'avez pas que de la joie, que du plaisir, vous n'avez pas eu des plaisirs. Vous ne pouvez pas mesurer votre plaisir si vous n'avez pas eu des plaisirs. Je sais pas, je vais un peu vite, mais finalement, ce n'est peut-être même pas un monde souhaitable que la Terre sans mal. C'est juste une question que je pose. Hein. En tout cas, la démonstration, c'est qu'à partir du moment où le monde est créé, donc c'est le projet de la puissance créatrice, appelez ça comme vous voudrez, Dieu, à partir de là, on est dans un monde de conflit. De conflit, je préférerais dire de complément, encore une fois, je me répète, de complémentarité. Mais... Voilà, la position que je défends. Alors, le chaman est-il fou? Oui, je voulais soulever aussi ce problème-là. Bon, je n'avais pas beaucoup de... bien sûr, il y a des gens qui défendent. Mais, oui, est-ce qu'on peut... Peut-être pas, mais l'ethnologue... Oui, l'ethnologue peut toujours être fou. Il peut le devenir aussi, parce que balloter, lui aussi, entre deux mondes, hein, comme nous sommes tous ballottés. Mais l'ethnologue en particulier. Oui. Maintenant, je ne sais pas si vous avez... Oui, alors bon, ça c'est le rôle festif hein, du chaman, donc, qui, bien sûr, qui intervient aussi au moment des... Ah oui, il y a un moment très important chez les Téco qui est propre aux Téco, c'est le rite de puberté des filles. Alors là aussi, je pourrais passer 3 heures. Mais non, d'accord. Non, mais bon, il y a un rite de puberté par lequel la jeune fille, donc, qui vient juste d'avoir ses premières règles, donc qui est pubère, hein, elle va devenir vraiment socialement une femme. Donc, en gros, on la fait boire. On la fait boire du kachiri autrefois et maintenant du kachiri plus un petit quelque chose d'autre qui, en Guyane, c'est le tafia. Ça accélère encore. Hein. Donc, elle passe d'un monde, elle devient complètement saoule, hein, je peux vous le dire. Il y a une danse après. Donc j'ai eu la chance d'assister à ça en 72, un rite de puberté. Mais ça, alors c'est une des choses qui se perpétue chez les Téco, qui se perpétue jusqu'à malheureusement la mort de monsieur qu'on a vu, qu'on voit. Oui, non, qui n'est pas mon père. Mon père, c'est lui là. Oui, on le voit ici. Il était chef pendant plus de combien, 55 et 92. Faites le calcul. Je ne sais plus. Il a été chef et chaman, c'était un grand chaman. 30 secondes. C'était un grand chaman. Et là, c'est un renouveau de la tradition par un chaman. Maintenant, il dit qu'il ne l'est plus. L'ethnologue, il a tendance à mettre en doute. Oh, allez, t'es bien un peu chaman quand même. Tu viens toujours. Non, plaisante. En plus, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Mais pourquoi, juste un point alors, parce que c'est l'ambiguïté. L'important, ça va bien compris, c'est lui, là, Joachim Panapuis. Ouais, je tombe bien. Oui, tout à fait. Bah, oui, je suis un peu désolé, mais je savais qu'avec une bonne équipe, là. J'ai un peu de... Oui, on va continuer comme ça, parce que c'est chouette, tout ça. Voilà. Voilà, bon, il dit que... Et là, c'est vraiment autour de lui, aujourd'hui, que ce soit... Quelle année, ça? Ils sont ça, il y a 2-3 ans. Il y a 2-3 ans. La dernière fois que j'y étais, c'était en février dernier, voilà, pour vous dire. Donc, j'espère retourner. Donc, c'est le groupe qui l'a formé. Il y a déjà pas mal de gens de sa famille, puis quelques autres autour, et qui se produisent, entre guillemets. Ils font un spectacle, hein. C'est plus la... c'est autre chose, mais... là, c'est un rite de puberté. Là. On va être obligé de... D'accord, parce qu'il y a des questions. Voilà, mais moi, je veux bien préciser un certain nombre de choses. Poursuivre une prochaine... on va poursuivre une prochaine séance qu'on va organiser, parce qu'apparemment, il y a des choses qui n'ont pas été dites. C'est difficile. Ben oui, et... ça marche pas, c'est super. Et donc, voilà, et on va remercier M. Navet pour sa communication.
Bon, en même temps, on s'y attendait quand même un petit Merci peu, pour parce votre que indulgence. il y a deux formes d'ethnographie. Il y a la féconde, voici un bel exemple, et puis il y a l'ethnographie plus, comment dirais-je, maussienne, n'est-ce pas, dans les bureaux. C'est un autre genre. Alors, évidemment, l'ethnographie de terrain, elle est toujours un petit peu compliquée à synthétiser, puisqu'on a beaucoup de données, puis que on est dans les sociétés qui, justement, qui interpénètrent, qui mélangent, qui mêlent, et qui comprennent les relations, justement, entre le monde visible et invisible. Et on perd énormément de temps, nous, à essayer de le décrypter, parce que ça nous est pas naturel, justement. Donc, il y a tout un, comment dirais-je, une prochaine séance à prévoir, quoi, en fait. Alors, avez-vous des questions? Voilà. Ah, il y en a. Alors, monsieur, là-bas, présentez-vous, s'il vous plaît. J'ai un petit problème Non, tu vas bien. d'audition. Non, tout va. Je me prénomme Charlemagne. Charlemagne, je suis Moindjouri. Je suis doctorant en ethnologie ici à l'Université de Strasbourg et je travaille sous la direction du professeur Leroux. J'ai deux questions. La première concerne le mythe où on a vu le déluge avec l'homme qui était monté sur le palmier. Et donc la question c'est, est-ce que ce palmier dont je n'ai pas retenu le nom, je vous demanderai après le nom et l'espèce du palmier, est-ce que ce palmier joue un rôle particulier aujourd'hui, en restant présent dans la société Teco? Et quel est leur rapport à ce palmier? Est-ce qu'ils ont un rapport particulier avec ce palmier ou pas? Oui, le palmier bâche. Donc, je suis en train de chercher le nom latin. Là. Ça va venir. Ouais. Un trou. Bref, c'est le palmier. C'est magnifique, décidément. Très, très. Les fibres végétales que vous voyez, c'est pas une flûte qu'il est en train de jouer. Hein, il y a des musicologues parmi vous? Non? Oui? Non? Un peu? C'est une clarinette. Vous connaissez la différence entre une clarinette et moi je le sais grâce à mon collègue et ami Jean-Michel Baudet. Il y a une ange? Hein? Une ange? Oui, une ange. Donc, Clarinette ou hautbois? Lui il dit clarinette. Parce qu'en Asie, pour les mêmes choses avec l'orange, ils disent un hautbois. D'accord. Donc c'est pas, hein, c'est intéressant. Alors donc le palmier. Parce que, Jean-Michel Baudet lui a travaillé avec à Trois-Sceaux aussi beaucoup chez les Voyants-Pi. Enfin bon, donc ça c'est les fibres de palmier bâche. Mais, ça sert surtout à ça. Ça sert aussi à faire les, pardon, voilà, très bien, les jupes des jeunes filles. Maintenant, quelque chose de moins matériel par rapport à ça, non, je ne vois pas. et tu pourras vérifier. Mais bien On sûr. vous bien sûr. communiquera la réponse. Oh, je ne vais pas finir. Monsieur, micro s'il vous plaît, présentez-vous. Pardon de l'Assomption, doctorant également, et je travaille sur les repas et les danses. Et Sur les repas et les danses au Bénin. Excusez-moi. Au Bénin, hein, c'est ça? au Bénin, oui, Ah, parce qu'on était à en Porto Guyane, Novo, là. précisément. Alors, je suis curieux de comprendre un peu l'image que vous donnez au chaman, puisque vous l'avez dit de façon très implicite et rapidement, vous nous avez parlé des chamans femmes, en fait. Il y a des femmes qui sont aussi des chamans. Alors, quelles sont les caractéristiques requises pour accéder à ce statut dans cette société? Et est-ce qu'il y a un rapport à la physiologie ou à la vie biologique de l'être humain qui est supposé incarner cette image? Oui, c'est vrai, vous avez raison. Je n'ai pas parlé de la vocation chamanique, de la vocation et de la formation. Il ne suffit pas d'avoir la vocation. Hein, ensuite, il y a toute une formation qui, selon les anciens, je veux dire, les vieux chamans, c'est des raisons pour lesquelles les jeunes ne veulent plus le faire, parce que c'est très contraignant, la formation chamanique. Donc il y a souvent, au départ, une vocation, mais la vocation doit être reconnue par le groupe. Et comment est-elle reconnue? Par les capacités du chaman à être justement un réparateur du désordre, c'est-à-dire à soigner, à connaître les plantes, à connaître les chants thérapeutiques. Il y a tout un répertoire de chants thérapeutiques. Il y a un répertoire de chants rituels, par rapport à une chose dont je n'ai pas parlé non plus, qui est le grand rite annuel des Teco,
appelée la danse Toulé, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est que le mot de Toulé a cours sur toute la côte du Brésil jusqu'à... On retrouve ce même Toré, Toulé, Toré. Bon, donc la vocation chamanique elle est souvent déclenchée par une maladie au cours de laquelle c'est assez classique, hein, au cours de laquelle on a des visions, comment on appelle ça, quand on a la fièvre, oui, bon, voilà. Vous avez des super récits là-dessus. Une extase, une non, transe, sans aller jusque-là. une fièvre. Oui, un délire de fièvre, oui. Ça peut être ça. Et un rêve. Ça peut être un rêve, et ça peut être la rencontre avec des esprits dans la forêt, près du fromager, par exemple, rencontre surtout, avec des matsikili. C'est pas incompatible avec la fièvre non plus. Non, c'est pas incompatible, non. Puis en fait, la rencontre avec les esprits, c'est pas trop. Ça peut être dans un rêve, ou ça peut être comment dire, le récit d'une balade en forêt, au cours duquel on a entendu siffler les matsikili qui lui rappelaient. Alors le matsikili, un esprit, hein, entre guillemets, donc qui va s'adresser à l'homme, qui va dire, c'est les récits qu'ils font. Toi, tu veux être chaman. Alors l'homme dit oui, puis voilà. Il dit oui, je voudrais les lunettes. Alors il lui dit, est-ce que tu veux les lunettes de la lune? Il dit non, je veux voir bien, moi. Voir, c'est le chaman, et il est hâte, je veux voir. Donc je voulais les lunettes du soleil, ça permet de mieux voir, ça éclaire mieux. Donc, non, c'est des expressions qui sont employées par les francophones, mais qui évidemment sont employées en téco aussi. Et hein. physiologiquement, C'est la traduction qu'on peut faire. Il n'y a pas de critères particuliers? Il n'y a pas de critères particuliers, non, ce sont disons... Y a-t-il des interdits particuliers? Ah oui, bon, je n'ai pas parlé de Ezekwaku, c'est les... Il y a des gens qui ont bien pas sûr, le droit? bien sûr. À chaque moment, dans chaque circonstance de la vie, il y a des interdits, donc ça s'appelle les Ezekwaku en téco. Alors c'est soit prescriptif, soit proscriptif, c'est-à-dire des choses qu'on doit faire ou des choses qu'on ne doit pas faire. Prescriptif, proscriptif. Alors par exemple, lorsqu'on est chaman, tout simplement, lorsqu'on est devenu chaman, mais alors donc à la suite non seulement d'une révélation, on va dire, hein, d'une rencontre avec les esprits, par le rêve ou par une promenade en forêt, j'allais dire, ou quand on va à la chasse. Hein, donc, pardon, j'ai perdu le fil. Donc, on a des interdits pour Les interdits. devenir chaman. Non, mais je veux dire. Non, pas. Oui, alors. Qu'est-ce qui est y a-t-il des catégories de personnes à qui c'est pas permis de se. Ouais, non, mais déjà, une fois qu'on est chaman, donc on a fait cet apprentissage, il y a un certain nombre d'animaux qu'on ne peut pas ni tuer ni consommer. Ni tuer ni consommer. Mais est-ce que des personnes n'ont pas le droit de devenir chaman? Parce qu'elles seraient issues d'un Alors, statut. en principe, ce qui se passe, c'est qu'il y a un homme chaman, et j'en ai connu énormément parce qu'il y en avait beaucoup. Je savais, il y a 46 ans, il y avait beaucoup de chamans. Bon, donc, la tendance, ça va être de former un de ses fils. C'est la tendance, on va dire, spontanée, mais si le garçon en question ne reçoit pas la visite des esprits, si ça ne marche pas, il n'arrive pas, le chaman peut aller former quelqu'un voire de l'ethnie voisine. C'était le cas de mon père qui a formé des Wayampis. Le chaman est aussi transculturel. Le chaman est quelqu'un qui, là je parle en particulier des técos, hein, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Non seulement il voyage, le fameux voyage chamanique par l'esprit, mais il voyage concrètement. C'est quelqu'un qui parcourt le monde. Le dernier chaman en activité, on a dit, enfin, entre guillemets, tout ça, avec beaucoup de réserve, Joachim Panapi, qu'on a vu, justement, il est venu en France, et c'est pour lui, ce sont des atouts, ça veut dire qu'il a une ouverture sur le monde, ça augmente son savoir. Quand tu dis qu'il y avait à l'époque beaucoup de chamans parmi les hommes, pratiquement énormément, est-ce que chacun avait une spécialité à lui, différente de l'autre? Il y a des pouvoirs particuliers, il y a des spécialités. Hein. Spécialité, réparer les fractures. Plantes, mais il y a un savoir, on va dire, il y a un savoir commun par rapport aux plantes médicinales, qui est une médecine familiale, hein, on va dire que tout le monde connaît, comme il y avait chez nous. Hein. Et puis il y a des savoirs un peu plus pointus, qui sont ceux de chamans. Je dirais qu'il y a moins de spécialités que de pouvoir, que d'être un grand ou un petit ou un moyen chaman, si j'ose dire. Enfin, là, c'est très clair. Hein, dans le discours, constamment, on dit, à tel, lui, c'était très fort.
les plus grands chamans, c'est par exemple, ce que disent les techos, c'est ceux qui peuvent l'éviter. Ceux qui ont le pouvoir, là, c'est vraiment... On a une question là. Bonjour, je m'appelle Étienne Quinn, je suis étudiant en première année de master en ethnologie. Je m'appelle Étienne Quinn. En fait, je me posais une question par rapport à... au début de votre exposé, vous avez parlé des 3 valeurs qui sous-tendaient la société TECO, donc qui seraient des valeurs écologiques, humaines et spirituelles. Et vous les avez montrées, si j'ai bien compris, comme liées assez fortement au chamanisme. En tout cas, le chaman jouait un rôle assez important dans la mise en place et le maintien de ces valeurs-là. Et je voulais savoir si, selon vous, il serait possible de dire que ces valeurs trouvent leur source dans l'expérience amenée par les différents rituels auxquels participe le chaman, notamment dans la prise de plantes psychotropes. Ah oui, merci. C'est vrai que vos questions comprennent bien un certain nombre de choses importantes que je n'ai pas du tout mentionnées. Le savoir s'acquiert aussi, le savoir chamanique, s'acquiert aussi par... il y a un psychotrope qui est utilisé en Guyane et dans toutes les Guyanes, qui est le taqueni, qui est la sève donc hallucinogène d'un arbre qui s'appelle le taqueni, donc le Brosimum acutifolium. C'est vraiment c'est le psychotrope de toute la région du plateau des Guyanes. De la région, quoi. En quelque sorte, oui. Ouais. Donc, est-ce que c'est... c'est vrai que votre question est précise. Hein, je ne suis pas sûr de pouvoir y répondre de façon aussi précise que votre... Est-ce que l'expérience hallucinogène, c'est l'expérience psychotrope, le lien qu'il peut y avoir entre ces expériences et la pratique, le chaman acquiert par le rêve, donc le rêve qui est accentué quelque chose, je ne sais pas comment dire, par l'usage de psychotropes, mais le chaman en contact avec un certain nombre d'êtres, comment les appeler, invisibles, plus ou moins surnaturels, hein, qui vont devenir ces esprits auxiliaires. Donc du même coup, et ce que disent les chamans TECO, c'est que ce n'est pas eux qui dirigent, c'est leurs esprits auxiliaires. C'est vrai que j'en avais pas parlé, c'est important. Hein. Donc ces esprits auxiliaires s'acquièrent notamment par rapport à l'expérience psychotrope. Hein. Merci. Psychotrope. Bonjour, Brian Nemec, je suis étudiant en licence en ethnologie. Et je me posais une question sur l'anaconda et les humains, enfin sur le rapport entre les anacondas et les humains. Je me demandais s'il y avait un cycle, parce que si j'ai bien compris, les humains naissent des vers de l'anaconda quand ils pourrissent, mais quand les humains meurent, ils redeviennent anaconda. Ah non, pas tous les humains, les chamans. Les chamans, quand les chamans meurent, ils redeviennent humains. Ils redeviennent anaconda. Oui. Donc est-ce que les autres est-ce que ça veut dire les autres, ils vont au pays des morts. Hein. Le pays des morts qui est effectivement un analogue, enfin qui est la terre sans mal quelque part. Ouais. Et donc ma question est, est-ce que justement des restes des chamans qui forment l'anaconda, ça donne de nouveaux humains qui sont composés du chaman d'avant? Est-ce qu'il y a une idée comme ça? C'est une très bonne question, ça. Est-ce que... Vous posez l'école, là. Est-ce qu'à partir des... Non, mais bon. Est-ce qu'à partir de... Donc il y a toute une série d'histoires, de croyances autour de la présence des chamans anacondas au fond bon, et ces anacondas peuvent aussi enlever des saples particuliers. Ils ne sont pas nécessairement chamans pour un temps. Alors il y a beaucoup d'histoires comme ça, de jeunes qui ont été enlevés par les anacondas et qui ont vécu un moment au fond du fleuve, donc là où les anacondas ont des villages. Alors on dit quand il y a des bulles un peu qui apparaissent à la surface de l'eau du fleuve, hein, on dit c'est les chamans les anacondas qui sont en train de, mais qui sont humanisés, hein, qui sont en train de boire du kachiri, enfin il y a différentes choses comme ça. Maintenant, est-ce que ces chamans, qu'est-ce que deviennent ces chamans qui se sont transformés en anacondas? Est-ce qu'ils renaissent pour donner à nouveau? Je prends note, hein, je poserai la question. Là, franchement, alors, moi, je m'étais... On va prendre note. Alors, on va remercier notre invité pour cette magnifique prestation. Et avant de
les questions pourront être évidemment prolongées. C'est le rite. On a un rite aussi ici. On boit tous un verre ensemble après le séminaire. C'est le rite qui nous est hérité de nos maîtres C'est très conforme à la Audricourt, Condominas et Navet. Ça marche aussi. Et donc, on se retrouve tous justement pour permettre de prolonger les discussions, les questions, puisque c'est pas tous les jours qu'aujourd'hui, Monsieur Navet est parmi nous pour répondre à ces questions très légitimes. J'habite à 900 km d'ici. Ça aide pas. Et donc, ensuite, on va passer à la deuxième séance qui concerne, donc, c'est très important, mais c'est la synthèse des étudiants de l'ensemble du séminaire de cette année, de toutes les séances. Et avant de passer à cet important moment, ce rite de passage, on va évidemment faire une pause pour s'aérer l'esprit et le cœur et l'âme en nous demandant aux chamans Teko de nous accorder leur bienveillance.